Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce webinaire de présentation de la DSN pour la fonction publique. Excusez-nous pour le léger petit retard. Coupe les caméras quand tu parles. Pour démarrer. Ok. Nous avons quelques éléments techniques qu'on essaie de régler, mais vous allez voir que ça va fonctionner. Donc, merci d'avoir pris le temps. Aujourd'hui, donc, ce webinaire est organisé par le comité régional Champagne-Ardenne. Et on a 3 personnes qui m'accompagnent entre guillemets sur scène aujourd'hui, plus des spécialistes, des experts qui sont en back-office, qui vont pouvoir répondre aux questions. Donc, on va démarrer par la présentation de ceux qui sont autour de cette table et à l'inverse de l'ordre de politesse qu'on devrait avoir. On va démarrer par l'animateur du comité régional, David Lesnorey, qui est de la MSA Sud-Champagne. Oui, bonjour à tous, vous m'entendez? Oui. Bon, ok, ouais, bonjour. Merci Didier pour ce relais. Donc, je me présente, David Lasnorel. Donc, entreprise. Ah, c'est bon. C'est bon. C'est revenu. Ouais, quelques petits problèmes de connexion, c'est pas grave, ça va partir. Donc voilà, animateur au niveau du comité Net Entreprise, en lien aussi avec tous les clients qui devront passer prochainement à la DSN, donc toute la partie collectivité territoriale. Et en parallèle, je travaille à la MSA, la Mutualité Sociale Agricole, et je suis le responsable du service cotisation et conseil aux entreprises. Et je suis aussi épaulé dans cette activité au niveau du comité, maintenant avec Audrey Salmon du côté URSSAF, qui vous connaît mieux que moi encore. Audrey, je te laisse la parole si tu veux. Ah, donc le son n'est pas passé jusqu'à Audrey, ou alors c'est du côté de chez Bonjour à tous, donc je suis Audrey Salmon. Je suis responsable adjointe du service relations clients à l'URSSAF. La bande passante d'Audrey. Vous m'entendez mieux? Oui, mais on n'a pas l'image, mais on a bien le son d'Audrey. Bien, donc vous m'entendez? Oui. Je suis désolée, je vois l'image coupée. Donc, je suis responsable adjointe du service relations clients à l'URSSAF Champagne. Très bien, c'est parfait, c'est l'essentiel. Et donc, je suis là pour vous accompagner au Donc Audrey, un petit problème de connexion. Oui. Ta bande passante n'est pas assez forte pour qu'on puisse t'entendre jusqu'au bout. Sinon, pour résumer, si vous avez eu des petites coupures, donc Audrey Salmon travaille effectivement au niveau des URSSAF sur la partie Champagne-Ardenne. Elle suit le conseil aux entreprises aussi auprès de tous les clients des URSSAF. Donc elle sera aussi pour vous accompagner sur les questions techniques liées aux URSSAF DSN. Donc bonjour, moi je me présente, donc Danielle Thuot. Moi donc je travaille donc pour la Caisse des dépôts et consignations, donc plus particulièrement sur le fonds Arcantec. Et donc aujourd'hui je représente le fonds Arcantec, mais la CNR n'est pas présente, mais je vais vous envoyer une adresse qui vous permettra de poser des questions concernant tous les fonds de la CDC directement dans le webinaire. Merci beaucoup. Alors, j'espère que le son va être un peu plus, va tenir un peu mieux pour moi, parce que de façon à ce qu'on puisse faire cette présentation. Donc, tout d'abord, l'idée c'est qu'au niveau des utilisateurs, vous privilégiez Google Chrome si possible, parce qu'on est sûr et certain qu'il marche bien, alors qu'Internet Explorer ne fonctionne pas sur cet outil. Si vous rencontrez des problèmes avec le son ou avec la vidéo, alors pas nous au niveau de l'émission, mais vous au niveau de la réception, vous avez en haut à droite un petit lien qui vous permettra de rafraîchir la page. C'est 75% des cas qui sont résolus. La présentation va durer entre 1h30 et 1h45. Vous allez avoir un replay qui sera disponible à la fin de la présentation
et vous pourrez télécharger le support dans un petit bouton nuage qui apparaît en haut à droite, sachant que dans le support, nous avons beaucoup de liens hypertextes qui vont vous permettre d'aller vers les fiches consignes ou vers les documents dont on vous parle. Vous avez à votre disposition des petits émoticônes qui vont vous permettre de dire bonjour, bravo, et puis de dire que les présentations sont joyeuses. Vous avez un onglet questions-réponses dans lequel vous pouvez poser vos questions. On va essayer, grâce à nos experts et nos partenaires qui sont en back-office et en particulier nos amis M. Dominique Touvenot de la CEPAM et Maud Soudan de la CEPAM qui sont là aussi, donc qui vont pouvoir répondre aux questions et intervenir facilement. Moi, je suis accompagné, donc je suis Didier Kuhn du JPMDS, plus connu sous le nom de Net Entreprise, et je suis accompagné cet après-midi par Sophie Caillot, et on va essayer, nous, de vous aider au maximum à aborder ce sujet de façon la plus sereine possible. Et puis, oui, les petits sondages qu'on vous met, donc qui vont permettre d'affiner un petit peu la présentation. Au niveau des questions, on va vous répondre en direct, ce que je vous disais, grâce à nos partenaires, à nos experts qui sont présents, et je remercie encore Madame Thuot de la CDC, parce que c'est effectivement un des meilleurs experts des questions métiers qu'on peut rencontrer pour la fonction publique. Donc, on va vous répondre en direct. Certaines questions, soit on ne connaît pas la réponse, soit elle est trop précise ou a besoin de précision. Et comme on a vos adresses mail qui ont été mises par l'inscription, on va pouvoir échanger par mail avec vous après, c'est-à-dire à vous donner des réponses plus particulières. Mais de façon générale, toutes les questions, on va, d'ici quelques jours, les poster sur Net Entreprise dans la rubrique des comités régionaux, où vous allez pouvoir accéder à une synthèse des questions qui ont été posées et des réponses qu'on peut y porter, avec à chaque fois que c'est possible un lien hypertexte qui vous emmène vers un élément de support. Cet après-midi, la présentation va se dérouler en 3 parties. La DSN tout simplement, c'est plutôt dans le sens qu'on aurait dû dire tout simplement la DSN, puisque c'est toute la DSN, tout simplement. On va vous montrer comment c'est un petit peu articulé de façon à ce que vous compreniez ce que l'on attend et comment l'utiliser. La DSN, je m'y mets, ce qui va vous permettre effectivement de voir quelles sont les conditions à remplir avant de démarrer la DSN dès maintenant. Et puis la DSN en particulier avec des sujets plus précis, relevant justement d'une des 3 fonctions publiques ou des 3 fonctions publiques, et on terminera par le cas particulier de certains emplois dans la fonction publique territoriale. Alors, on est parti pour 77 slides. C'est impressionnant quand on donne le chiffre. Soyez pas inquiets. Vous allez voir qu'en réalité, il y a une slide par sujet de façon à ce que vous puissiez vous y référer après. Hein, c'est pas du tout magistral. Vous n'avez pas besoin de prendre de notes pendant la présentation. Vous pourrez vous référer à tous les éléments qui vous sont présentés. Je vais moi aussi à mon tour couper la caméra, pas par impolitesse, mais pour libérer de la bande passante, que ça soit le plus simple possible. Alors, on démarre par un titre un petit peu provocateur, une seule déclaration pour les remplacer toutes. En réalité, ce n'est pas toutes complètement, mais vraiment, on vise effectivement à remplacer l'ensemble des déclarations. C'est l'objet de la loi du 22 mars 2012, au départ appelée loi Warsmann, qui a mis en avant un principe, le principe du « dites-le nous une fois », c'est-à-dire que quand une donnée a été envoyée à l'administration, un organisme de protection sociale, les autres ne devraient plus avoir à vous le redemander, donc vous ne le transférez qu'une seule fois. Mais en réalité, de quelle déclaration parle-t-on? C'est vraiment la question de base quand on démarre sur la DSN, et avec ce titre aussi provocateur. En réalité, vous faites aujourd'hui beaucoup de déclarations vers beaucoup d'organismes de protection sociale différents ou d'interlocuteurs différents à des dates différentes. Et l'idée, c'était de rassembler en une seule démarche toutes les formalités sociales et fiscales de façon à ce qu'on puisse déterminer les droits des salariés en termes d'assurance retraite, d'assurance maladie, d'assurance chômage, de recouvrer les cotisations applicables aux entreprises et aux établissements publics de façon à financer la sécurité sociale, ainsi que le prélèvement à la source, puisque finalement, ça s'adresse à chaque individu et que c'est une des étapes de la paye. Pour la fonction publique, dans un premier temps, les déclarations qui sont remplacées, ce seront la DATSU, la déclaration automatisée des données sociales que vous faisiez chaque année,
la déclaration unifiée des cotisations sociales, la DUX pour son volet URSSAF avec les cotisations, et puis la transmission des informations qui sont relatives au prélèvement à la source. Le prélèvement à la source passe pas seulement pour les sous et l'argent. Pour quelques employeurs concernés, on va substituer dès maintenant des formalités de recouvrement d'organismes complémentaires pour certaines mutuelles, sociétés d'assurance, mais tout ça, vous allez être effectivement avertis par ces interlocuteurs qu'ils utilisent la DSN. Mais si déjà, et ce qu'on vous mettait en dernière phrase, vous souhaitez vérifier qui peut en bénéficier, qui est destinataire, on vous invite à vous rapprocher de votre interlocuteur de référence, c'est-à-dire la personne avec qui vous êtes en lien aujourd'hui, de façon la plus efficace. Alors, merci Mme Pio qui, dans les questions-réponses, vous a déjà mis l'adresse qui va permettre effectivement d'avoir ces questions précises, IRCANTEX, NRACL et RAFP. Alors, la DSN, ça n'est pas le résultat d'un délire de quelqu'un tout seul au fond d'un bureau, c'est un cadre réglementaire, la loi du 14 juillet 2018, qui précise effectivement que la fonction publique, les fonctions publiques rentrent dans le système de la déclaration sociale nominative qui elle-même a été instituée en juin 2015. Donc on a eu une application en 3 jalons. En janvier 2013, on a ouvert au volontariat des entreprises. En 2017, c'était l'entrée obligatoire pour les entreprises de la sphère privée. Et puis depuis janvier 2020, c'est au tour de la fonction publique de rejoindre l'ensemble des salariés et des lignes de salaire, des cotisations salariales et fiscales. La généralisation va s'achever en janvier 2022. C'est une échéance qui a été fixée par la loi ESSOC de 2018. On est en 3 étapes, 1er janvier 2020, 2021 et 2022. Donc, si vous n'êtes pas encore en DSN, vous êtes concerné obligatoirement au 1er janvier 2022. La DSN, c'est quel principe? Le principe de la DSN, c'est la photo de fin de mois. C'est le moment où la paye est arrêtée, on la fige et effectivement, on transmet ces données. Elle envoie des informations sur la vie d'un agent dans son établissement. Donc, on a les informations qui sont liées à l'activité de l'agent, donc ce qu'on appelle le contrat dans la déclaration sociale nominative, les rémunérations perçues, les primes reçues, les cotisations, et puis les informations qui sont liées à un signalement d'événements. Donc, tous les événements, hein, tout ce qui impacte la vie du salarié doit être porté dans la déclaration mensuelle consécutive à l'événement, donc dès que le mois est connu, et avec la paye du mois suivant, si effectivement, mais ça on va le voir sur un petit schéma plus tard, si les éléments interviennent après que la paye ait été arrêtée. Et puis les éléments de prélèvement à la source, je vous parlais de les éléments parce que vous avez le taux à appliquer, qui remonte dans des comptes rendus métiers, donc dans des retours de l'administration fiscale, mais ça transmet toutes les données qui sont afférentes au paiement de la DGFiP et qui permettent le remplissage de la préparation de la déclaration pré-remplie, qui est d'actualité en ce moment sur les revenus. Alors, tout ce qui advient après la photo doit être déclaré dans le mois suivant. On a des jalons. Ces jalons-là, ce sont des jalons qui sont intangibles, on ne peut pas y toucher. C'est la date butoir. Tout ce qui se passe après la date butoir, effectivement, eh bien, ça part dans la DSN suivante, même si on est effectivement sur une période, puisque là, l'échéance de la DSN, c'est le 5 ou le 15 du mois, sachant que vous soyez en mensuel ou en trimestriel au niveau du paiement. Parce que la DSN, c'est un passage obligatoire à la DSN mensuelle, à une déclaration mensuelle, à un flux mensuel. Ça concerne tout le monde, hein, sauf quelques catégories sur lesquelles on ne s'étendra pas aujourd'hui, les travailleurs à domicile, les travailleurs saisonniers et les intermittents ou les travailleurs temporaires. Donc, on peut dire que la DSN, c'est une rupture avec les pratiques antérieures. C'est une rupture puisqu'on arrête les déclarations à échéance. Toutes les déclarations que vous aviez aujourd'hui sont amenées à être substituées par la DSN au fur et à mesure de la transmission des éléments qui sont faits. On installe donc un contrôle continu. C'est chaque moment de la vie de l'agent que les informations sont transmises, mais avec un impératif de base, c'est des données de qualité. On va en reparler souvent dans ce support. On a besoin d'avoir des données de très grande qualité de façon à ce qu'effectivement, ça n'appelle ni correction, ni changement par la suite, puisqu'à chaque fois, chaque correction, chaque changement vous demande à vous
une intervention supplémentaire. Alors, si on peut s'en passer, si on peut dès le départ être sur quelque chose le plus juste possible, ce sera parfait. Cette petite règle calendaire, janvier, février, mars, qui vous donne par exemple 2 arrêts de travail qui ont lieu au mois de janvier, une émission de la paye qui est fait, là on va dire c'est aux alentours du 25 janvier, une échéance de DSN qui est le 5 février et une autre échéance de DSN qui est au 5 mars. Entre-temps, un changement de contrat après la paye, mais avant la transmission de la DSN, deuxième changement de contrat, après l'émission de la DSN, mais avant l'émission de la paye suivante. Et donc, vous voyez ce qui va apparaître. Les arrêts de travail de janvier sont portés dans la DSN émise le 5 février. Le changement de contrat qui intervient après, alors on va dire après le 25 janvier, lui, il va effectivement être publié dans la DSN de février qui est attendu le 5 mars. Donc, tout ce qui est survenu depuis la paye précédente doit être emporté dans la DSN. Donc, vous voyez les 2 flèches de la paye de janvier et de février. Tout ce qui intervient entre les deux, sans faire attention au mois concerné, doit être emporté dans la DSN suivante. Et ainsi de suite, entre la paye de février et la paye de mars, qui va arriver, va être transmis dans le cadre de la DSN de mars, attendue le 5 janvier. Comment ça se présente? Alors, ça ne se présente pas comme ça, hein. C'est pas ce que vous allez voir à l'écran, c'est pas ce que vous aurez à remplir, mais ce sont des blocs thématiques, des blocs qui concernent l'entreprise, l'établissement, l'individu, le contrat, et puis des versements. Avec justement ce que je vous disais tout à l'heure, la particularité que pour un agent de la fonction publique, la notion de contrat, eh ben, en réalité, c'est ce qui lie la relation qui lie l'établissement et l'agent, puisque dans le cadre de la fonction publique, il n'y a pas de notion de contrat, et pourtant, on a besoin de certains éléments, arrêt de travail, fin de contrat, suspension de contrat, on a besoin de les transmettre, vous allez voir dans quel cas, dans les slides qui vont suivre, et du coup, on utilise des termes qui ne sont pas forcément ceux que vous employiez jusque-là, mais ce sont des termes qui vont englober un sens beaucoup plus élargi que ce que l'on attendait jusque-là. La norme des NeoDes, c'est le langage qu'on utilise. Donc, on parle de norme d'échange optimisé de données sociales. C'est parce qu'on a décidé que le message de la DSN était écrit avec une langue que vous et les éditeurs de logiciels qui vous vendent les logiciels, qui vous les mettent à disposition, savent écrire, mais c'est le même langage qui est lu par l'ensemble des organismes de protection sociale et par l'ensemble de ceux qui sont destinataires de ces données sociales ou fiscales. Donc, c'est une grosse avancée, c'est une énorme avancée. Il y a eu un gros travail qui a été mené dans les organismes de protection sociale de façon à se mettre en capacité de lire ce message et d'utiliser les données qui sont transmises. D'ailleurs, le message passereau que vous faites déjà aujourd'hui, il a été construit à partir de la norme NeoDes. Il est écrit en langage NeoDes. Et à la limite, à la grande limite, on pourrait même dire que le message passereau, c'est une DSN dégradée. Il n'y a pas toutes les informations dedans. Donc, la norme NeoDes, c'est une simplification des formalités sociales, puisqu'il y a un seul message qui envoie plusieurs déclarations sociales. Et puis, on a la suppression de près des 3/4 des données. Donc, sur la base du cumul de tout ce qu'on envoyait dans l'année, puisqu'en réalité, dans l'ancienne norme qu'on appelle la norme N4DS, que vous connaissez déjà, sous cette norme-là, on vous demandait tout au long de l'année, on pouvait demander jusqu'à 850 données. Aujourd'hui, le maximum de données différentes qui peut être attendu, c'est 450 données. On a quasiment divisé par 2 le nombre de données, mais du coup, puisque ces données-là, certaines sont transmissibles une fois par an, d'autres pas du tout. À la limite, si je prends l'exemple d'un établissement dans lequel il n'y a aucun départ, toutes les données qui sont relatives aux fins de contrat ou à des mutations ou des choses comme ça, il n'y en a pas besoin, et donc vous ne les utilisez pas. C'est pour ça qu'on parle de 3/4 de messages en diminution. Maintenant, ça donne lieu à des mises à jour régulières, puisque la norme, elle est écrite, elle est transcrite à l'intérieur d'un cahier technique, millésimé. Cette année, on est par exemple sur le cahier technique 2021. Chaque éventuelle version donc, est complétée par un journal de maintenance, qui donc, lui, enrichit et modifie le cahier technique. Et puis, entre chaque version de la norme, on émet
une note différentielle qui pointe les évolutions. Et ça, c'est très utile puisque ça vous permet de vérifier d'une année sur l'autre si ce que vous utilisez a pu être l'objet d'une modification ou pas, sachant que dans les mises à jour des logiciels, vous avez ces informations-là qui remontent. Dès la 9e slide de ce support, vous avez un premier lien hypertexte tout en bas qui vous donne un accès direct au cahier technique. Donc, c'était 2021-1, c'est le cahier technique. Le journal de maintenance de la norme, qui donc est relatif à ce cahier. Puis la note différentielle 2020-2021, ça ne va pas énormément vous parler. Vous serez vraiment un peu plus intéressé, vous, par la note différentielle 2022-2023, parce que vous serez déjà en DSN et vous allez voir effectivement ce qui peut changer dans le courant de l'année. Mais je vous dis, c'est plus du contenu de référence que quelque chose qui va vous impacter réellement, puisque de toute façon, ces normes, ces millésimes fonctionnent et font fonctionner les logiciels au bon millésime que vous avez. Vous savez, la structuration, elle est faite en blocs thématiques. Eux-mêmes sont divisés en rubriques. Hein. On a, pour ceux qui connaissent, qui ont fait des études comptables, vous connaissez le plan comptable, vous savez comment ça fonctionne, ben on est exactement sur le même mode de codification. Vous n'avez pas besoin de connaître le langage et vous n'avez pas besoin de connaître l'exacte précision de ce qu'emportent les codes. Par contre, on peut d'ores et déjà vous dire qu'il y a tout ce qui est dans le bloc thématique S10, c'est l'entête, dans l'S20, c'est la déclaration, S21, ce sont les données de PRH, et S90, c'est les totaux, mais on va voir un peu plus loin ce que ça donne. Vous voyez, par exemple, dans le S21, alors on l'a blanchi un petit peu, hein, on a repris dans le S21, on a le S21 G0006, c'est l'établissement. Là, c'est simplement l'endroit où vous mettez le SIRAN. On a besoin de renseigner le SIRAN pour savoir effectivement quand on remonte au-dessus des établissements. Vous avez le bloc 11 qui est le bloc établissement et lui, il est à renseigner avec un SIRET. La maille déclarative de la déclaration sociale nominative, c'est le SIRET. Donc, on a besoin d'avoir effectivement cet élément-là et que ce soit un SIRET certifié, un SIRET identifiable. Et puis, troisième notion importante, codifiée en 30, donc toujours dans cette rubrique S20, dans ce bloc S20, c'est le bloc individu. Et lui, il contient tous les éléments pour une bonne identification de chaque personne physique. On parle d'individu parce qu'en fonction de la période de sa vie professionnelle, ben, son statut peut être différent et son activité peut être différente. C'est absolument indispensable qu'on ait à cet endroit-là une identification des individus la plus parfaite possible. Pour ce faire, il a été décidé que quel que soit son statut, l'identifiant de l'individu, c'était le NIR, numéro d'identification, son numéro de sécu, en gros. Aujourd'hui, tous les Français qui naissent, à la naissance, se voient attribuer un NIR. Ce n'est pas le cas pour les plus anciens, même si normalement tout le monde aujourd'hui devrait être équipé. C'est surtout pas le cas effectivement pour les travailleurs étrangers, ce n'est pas le cas pour certaines catégories de personnes pour lesquelles on a besoin de demander la création d'un NIR et pour lesquelles on peut avoir un délai pendant lequel on est sans NIR. Mais comme on ne peut pas ne pas identifier un individu, on a créé un numéro technique temporaire ou alors appelé numéro d'identification d'attente. Il est codifié, hein, c'est à vous de le créer dans votre établissement. Il est codifié avec en premier un code sexe, un ou deux, ensuite le SIRAN de l'entreprise, de l'établissement ou de la collectivité, et puis ensuite un numéro d'identification qui sera propre à chaque individu. Dans toutes les DSN sur lesquelles vous allez parler de cet individu, puisqu'il sera dans votre établissement, vous allez utiliser le même numéro technique temporaire. Et le jour où vous allez apprendre son NIR, où il va recevoir le NIR, où il va pouvoir vous le donner, vous mettrez dans la même DSN ce qu'on appelle un bloc changement, en disant « je change le NIR de l'individu » et vous allez dire « l'ancien NIR, c'est un NTT », c'est ce NTT-là, numéro technique temporaire ou le numéro d'identification d'attente, et son nouveau NIR, le voilà. Et donc, nous, on va savoir, dans le système DSN, chaîner entre le NTT et le NIR, à partir du moment où vous dites dans la même DSN, bah, tout ce qui était anciennement avec ce numéro-là, c'est pour M. Kuhn, qui vient d'obtenir son NIR, et donc toutes les informations désormais pour M. Kuhn seront sous le NIR, et donc on a un vrai chaînage, et il y aura l'ancienneté de mes activités. On a le bloc contrat en 040 qui lui permet de tracer et de donner les éléments relatifs à cette fameuse relation. Alors là, on parle du numéro de contrat, il n'y en a pas partout. Il n'y en a pas partout. On rencontre des difficultés quand on est, par exemple, avec un agent multicommunal
qui peut avoir soit plusieurs employeurs, soit pluricommunal, qui peut avoir plusieurs missions à l'intérieur ou plusieurs contrats à l'intérieur d'une même collectivité. Et puis alors, je ne vous parle pas de plusieurs contrats dans plusieurs collectivités. L'idée d'identifier les contrats par numéro est à ce moment-là importante. C'est clair que quand on est sur une collectivité avec une dizaine d'agents et le même contrat et chaque agent avec un contrat, des mêmes quantités d'heures, ainsi de suite, bien évidemment, la numérotation elle est beaucoup plus simple, mais on a besoin de pouvoir se référer à des identifiants et ça, ce lien qui unit un établissement d'affectation d'un agent et cet agent est important à connaître pour savoir quand ça commence, quand ça finit, est-ce que c'est modifié, qu'est-ce que ça emporte. Un bloc arrêt de travail. Alors, le bloc arrêt de travail est bien évidemment obligatoirement utilisé à chaque fois qu'il y a un arrêt de travail et il est rempli pour le moment au niveau de la fonction publique de façon mensuelle et non pas en utilisant d'autres outils que vous utilisez peut-être déjà et que pour certains contractuels de droit privé, vous utilisez, que sont les signalements d'événements. Un bloc qui donne les fins de contrat, vous allez voir un peu plus tard qu'on en a besoin, suspension de contrat aussi, et puis un bloc spécifique retraite complémentaire qui permet d'identifier pour chaque individu qui bénéficierait effectivement de retraite complémentaire ou d'un régime spécial auquel il pourrait être affilié en fonction de son. Pour ce qui est des cotisations et des calculs de cotisations, deux blocs absolument importants. Le premier, base assujettie 78, c'est celui qui permet justement la déclaration des sommes, des montants, de façon homogène à une ou plusieurs cotisations sociales. Et donc, c'est sur cette base que le recouvrement est réalisé. Et puis à côté, la cotisation individuelle, parce que ce bloc-là, ça permet de dire soit que le montant est proportionnel à une assiette, à la base assujettie, soit qu'il est fait de façon forfaitaire. C'est par exemple le cas des vacations. La norme NeoDes, ça vous permet deux choses aussi, d'avoir un changement d'individu ou un changement de contrat. Alors, changement individu, c'est bien évidemment tout ce qui change sur l'identification de l'individu, sur le contrat, et on va voir un peu plus loin comment ça fonctionne, mais on en a vraiment besoin parce qu'au cas où on a effectivement ce qu'on appelle les données du bloc 31, qui est par rapport à l'individu, qui ne sont pas renseignées, ça veut dire qu'on ne saura pas le chaîner, on ne saura pas d'un mois sur l'autre savoir de qui il s'agit. Est-ce que c'est la même personne? Est-ce qu'on cumule les données qui sont dues aux cotisations qui sont payées? Et du coup, finalement, on paye des cotisations alors qu'on sera incapable de lui affecter les droits. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette identification la plus parfaite possible. Deux moyens pour ça. Le premier, donc, alors on dit un NIR certifié, vous allez voir qu'on a un outil qui permet effectivement de le tester. Et puis, ce fameux numéro technique temporaire en attendant le NIR. Dans la DSN, il y a deux éléments qui sont impactés par cette donnée très précise d'identification. C'est le bloc 30 pour l'individu et le bloc 31 qui est un bloc changement. Savoir où vous en êtes par rapport à cette identification, c'est relativement simple avec le bilan d'identification des salariés. C'est un élément qui remonte quand vous faites effectivement soit les DSN tests, soit des DSN tout court, et qui détecte à partir du moment où on a une différence entre ce que vous avez déclaré vous sur l'individu, le NIR que vous nous donnez, et ce qu'on a nous en face au niveau du système d'identification générale. Parce qu'on a besoin effectivement que le même agent soit connu dans toutes les administrations, dans tous les organismes de la même façon, et qu'il n'y a pas 50 000 solutions pour ça, il faut qu'il y ait un NIR qui soit certifié. Donc là, vous voyez effectivement ce retour d'un bilan d'identification des salariés qui permet de dire s'il y a une anomalie constatée sur quelqu'un ou pas. Alors, au niveau des cotisations, des notions qui demandent à être précisées. La cotisation agrégée. La cotisation agrégée, c'est le total de cotisation dont l'établissement est redevable, soit pour ses propres salariés ou pour ses propres agents, bien évidemment, soit par type de cotisation. C'est une somme de cotisation individuelle. Ça, c'est une cotisation agrégée. Comment est-ce qu'on les déclare? Alors, de façon générique, parce que la norme donne ce choix-là, on peut passer par un bloc versement qui est codifié en G20. Pour ce qui est des cotisations URSSAF et des cotisations versées à la CDC pour les complémentaires, vous êtes obligé aujourd'hui, pour la grande majorité d'entre vous, de passer par les virements.
n'y a pas possibilité de passer par un autre outil. Quelques établissements publics qui n'utilisent pas un comptable public peuvent utiliser le T-règlement ou un autre outil. Et dans ces cas-là, il y a utilité d'utiliser le bloc 20. Sinon, c'est absolument inutile pour vous, mais comme il est dans la norme et qu'il est présent, il y a besoin effectivement de pouvoir l'utiliser si le besoin s'en faisait sentir. Un bloc de bordereau de cotisation, donc en 22, où là, on a effectivement toutes les cotisations agrégées qui sont groupées par bordereau de cotisation. Ça établit la dette de l'établissement, de l'employeur pour ses salariés ou son compte vis-à-vis d'un organisme. Et dedans, on doit avoir effectivement à qui est destinée la cotisation, donc quel est l'organisme dont l'établissement est redevable, la période des déclarations concernées, et puis le montant des cotisations par type de cotisation. Avec une petite précision, un bordereau, ça peut porter que sur les éléments qui sont d'un mois civil, d'un mois complet, d'un seul mois. Donc les cotisations et les réductions dans le même mois, et généralement, c'est ce qu'on appelle les déclarations courantes. Pour déclarer une cotisation agrégée et son versement associé, donc, on doit avoir les blocs suivants qui sont renseignés. Le bloc 23, qui est le bloc qui permet de déclarer les codes types personnels à destination des URSSAF. Pas la peine de me poser la question, est-ce que la DSN va permettre une simplification ou pas? Les codes types personnels, ça permet d'assurer que la protection sociale globalisée qui est due à tous les salariés en France, quel que soit leur employeur, le type d'employeur, doit répondre, donc cette généralisation doit répondre à des cas particuliers. Donc ça permet, les CTP, ça permet de rendre personnel une protection sociale généralisée. À la limite, j'aurais tendance à vous dire, c'est effectivement au moment du paramétrage que ce sont des informations qui sont importantes à avoir, sachant que ensuite, on a effectivement des modifications, mais c'est vraiment à la marge puisque ces codes CTP sont mis en place une fois pour toutes. Vous avez un guide URSSAF qui est à votre disposition, qui vous donne l'ensemble des codes CTP, qui vous donne leur catégorisation et qui vous donne des éléments qui vous permettent d'y répondre ou de savoir lequel se réfère à la situation dans laquelle vous êtes. Quand on parle de cotisation agrégée, il faut quand même faire attention. Il y en a une qui s'appelle le bloc cotisation établissement. Ce bloc-là, ça permet de renseigner donc des cotisations qui sont imputables à l'établissement, par exemple le fonds de formation. Mais ce n'est pas un récapitulatif des cotisations pour un ensemble de salariés sur un contrat ou un établissement, mais ce sont bien les cotisations qui sont dues par l'établissement. Donc, on est sur cette solution-là. Ensuite, après les cotisations agrégées, on a les cotisations nominatives. Et la cotisation nominative, elle est pour un individu donné. Bon, alors on dit au titre de son activité, de son contrat, de ce qu'il fait. Donc, c'est par exemple, le code 74, c'est la cotisation allocation familiale, mais dans son ton normal. Ou alors 0,75, la cotisation assurance maladie. Ou 0,76, la cotisation assurance vieillesse. Comment on les déclare? Alors, on les déclare, à nouveau, on revient toujours sur mon bloc 20, là, qui est dans la norme, mais que vous n'utiliserez pas et pour lesquels il n'y a pas besoin de mettre de renseignements, sauf si vous n'avez pas un comptable public, ce qui est le cas d'une très, très petite partie d'entre vous, mais on ne sait jamais, c'est toujours nécessaire, mais la très grande majorité, vous ne l'utiliserez pas. Et je vous rappelle que les versements, effectivement, sont faits au moyen de virements à destination de l'URSSAF ou de la CDC. L'autre bloc à remplir, c'est le composant de base assujettie. Ça permet de donner les éléments qui permettent le calcul de cotisation ou de réduction ou d'exonération pour les organismes. Et puis, le bloc cotisation individuelle 0,81 qui, lui, permet d'affiner à chaque individu en fonction des besoins le montant des cotisations de réduction, le taux de cotisation ou le montant de l'assiette de cotisation. Alors, comment on les déclare? Des cotisations individuelles. On est sur les règles de rattachement d'un bloc base assujettie 79 ou cotisation individuelle 81 sous un bloc 78, mais qui ont à chaque fois le choix, effectivement, c'est une justification métier. C'est pas au hasard et c'est pas vous qui choisissez. Le calcul de chaque cotisation, bien sûr, repose sur une base assujettie spécifique, c'est issu.
Et la déclaration d'un composant de base assujetti, lui, est liée à la présence de cette base assujettie, ou alors, et ou, d'une cotisation individuelle. Présenté comme ça peut vous paraître effectivement quelque peu complexe. En réalité, c'est relativement simple et vous avez la possibilité de vous rappeler qu'aujourd'hui déjà, vous faites la paye, vous la faites bien, c'est déjà un métier très complexe, et vous la faites suffisamment bien pour que ces données que j'essaie de vous décrire, c'est déjà ce que vous utilisez et la façon dont vous fonctionnez dans les logiciels de paye sur une autre norme. Là, c'est simplement, on change le langage pour faire cette déclaration. Alors, parce que justement, je viens de vous dire, c'était effectivement compliqué, on a vu arriver avec la loi ESSOP, donc pour un État au service d'une société de confiance, le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur, on l'appelle de façon amusante la loi OUPS. Ça permet effectivement de partir du principe que, voilà, on peut très bien faire une erreur sans que ce soit une erreur volontaire, sans que ce soit une erreur malveillante. Là, pour effectivement des données qui sont déclarées en DSN, pour les déclarer, vous avez deux méthodes. Et en réalité, ces deux méthodes, c'est le résultat du moment où vous apercevez du problème. Jusqu'à la veille de l'échéance à minuit, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle la méthode annuler-remplace, c'est-à-dire que vous redéposez une DSN avec les bons éléments et seule la dernière va être prise en compte selon la méthode des empilements ou des écrasements, comme vous voulez. C'est la plus haute ou celle du dessus qui, effectivement, est lue et utilisée, tout celle en dessous. On met jusqu'à la veille de l'échéance à minuit. Moi, je ne vous souhaite pas de travailler jusqu'à minuit, donc je pense que si vous avez dans un coin de votre tête le fait que c'est jusqu'à la veille de l'échéance à midi, si jamais, effectivement, il y a une correction à apporter, il vous reste une partie de l'après-midi pour faire cette correction. Et on sait bien que quand on est sous pression, généralement, c'est encore plus compliqué, plus difficile. Donc, l'échéance, oui, le butoir, c'est la veille à minuit. Après minuit, on ne peut plus faire d'échange et remplace. Moi, je vous invite à le faire à midi, parce qu'à midi, effectivement, il y a plus de chances que vous soyez au bureau qu'à minuit. Et puis, si vous apercevez effectivement que vous avez besoin de faire une modification, une correction après la date d'échéance, et bien là, on sera dans la déclaration sociale nominative suivante. Ce n'est pas de l'annuler en place, c'est des blocs corrections ou changements qui sont apportés. Ce petit schéma va vous permettre d'illustrer un peu ce que je viens de vous dire. Dans le premier cas, vous avez tout en haut la barre calendaire, le mois M, le mois suivant M+1, et puis ensuite les mois qui suivent. Et puis les petits personnages avec des situations différentes. On fait une déclaration, effectivement, de la DSN, et puis avant la date d'échéance butoir, c'est-à-dire le 5 du mois suivant, vous apercevez qu'il y a un problème, donc vous pouvez faire une annulaire en place. Et là, effectivement, vous avez la possibilité d'aller jusqu'à l'échéance pour transmettre une DSN la plus objective et la plus réussie possible. Si vous vous en rendez compte après la date d'échéance, qu'il y a effectivement un petit souci, eh bien, vous allez passer sur la DSN suivante, sur la DSN mensuelle suivante, avec des rectifications qui vont s'affecter à un ou des mois précédents. Second cas, vous publiez une DSN mensuelle et elle est retoquée. Au niveau du contrôle des blocs 1, on vous dit, non, c'est KO, ça passe pas. Vous devez impérativement réémettre une DSN avant le 5 du mois suivant. Sinon, la DSN est rejetée. Si elle est rejetée et que vous ne la remplacez pas par une annulaire en place de bonne qualité, vous ne remplissez pas vos obligations déclaratives et effectivement, vous êtes hors la loi et vous êtes au-delà de ce qui était possible. Il n'y a pas de séance de rattrapage. Quand c'est refusé parce que ce n'est pas lisible, vous devez la refaire impérativement. Ensuite, deuxième cas, c'est que la DSN mensuelle, elle est postée. On vous renvoie à la suite d'un contrôle, effectivement, qu'il y avait des données qui sont éventuellement problématiques, mais que ça ne rejette pas la DSN dans son ensemble, mais que certaines données peuvent ne pas être prises en compte. Si c'est avant le 5, eh bien, vous avez la possibilité de faire une annulaire en place. Si c'est au-delà du 5, vous allez pouvoir porter les rectifications dans les DSN suivantes. Donc, c'est vraiment cette échéance du 5 ou du 15 qui vous sert de date butoir et qui vous permet de savoir comment avancer sur ce sujet. Alors, la question qui va venir tout de suite, c'est comment est-ce que je fais pour corriger deux situations, des éléments financiers ou des éléments de l'individu ou des éléments du contrat. On va commencer par les éléments financiers. Corriger les éléments financiers, ça se fait par deux méthodes.
la méthode différentielle ou la méthode annulaire en place. La méthode différentielle, c'est on fait une déclaration de la différence, en plus ou en moins, et puis de ce qui était attendu. Et puis l'annulaire en place, tout simplement, on annule, on supprime par un paiement négatif, par une déclaration négative, la donnée erronée, et on remet sur la même période la bonne donnée telle qu'elle était attendue. Avec une petite précision, c'est que, et d'une, il est impératif d'affecter la date qui est de la période concernée par cette correction, cet annulaire en place, et par la méthode différentielle. Et surtout, si une erreur ou si une anomalie concerne plusieurs mois, il est absolument impératif que vous puissiez affecter chaque mois concerné. C'est-à-dire qu'un taux erroné fourni pendant 3 mois, eh bien, vous devrez faire 3 corrections, soit annulaire en place, soit en différentiel. Vous devrez en faire 3 en affectant chacune de ces corrections ou de ces modifications, en affectant chacune à 1 mois. Vous avez la possibilité dans le petit onglet de poser des questions au fur et à mesure, puisque vous avez nos experts qui sont derrière et qui peuvent vous répondre. Et n'hésitez pas, je vois qu'il n'y en a pas eu qui ont été posés. Donc, soit c'est parce que je suis parfaitement efficace et que vous comprenez tout, soit c'est parce que effectivement vous n'aviez pas vu qu'il y avait un onglet questions et qui va me donner un peu plus d'humilité, parce que ça veut dire que ce n'est pas la qualité de ce que je dis qui fait qu'il n'y a pas de questions, mais parce que vous n'aviez pas vu l'onglet questions. Merci pour les pouces, ça veut dire que c'est la qualité de ce que j'ai donné. Alors, on va prendre un premier cap sur les corrections, parce que ce n'est pas le tout de vous donner des règles, hein, ce n'est pas plus mal de vous présenter comment on corrige. Le premier, on se dit qu'un établissement déclare un individu. Alors les noms, hein, individu, c'est simplement la meilleure façon qu'on a trouvé pour dénommer quelqu'un, quel que soit son statut, quel que soit son cadre, quel que soit l'individu, de sa naissance à sa mort, c'est un individu. L'établissement, c'est le lieu de son activité. Donc, dans la DSN de janvier 2021, on déclare pour un individu une base assujettie de 2 000 € au lieu de 3 000 €. Donc là, vous avez le détail, le code de la base, la date de début, janvier 2021, date de fin, 31 janvier, et puis le montant 2000. Dans le même temps, pour cette même DSN, on calcule pour cet individu une cotisation de 222 €, puisqu'effectivement, on est sur la base de 2 000 € de base assujettie, ça entraîne une cotisation de 222 €. Comment on le change? Alors, avec la méthode différentielle, vous allez effectivement recréer une base assujettie de 1 000 €, c'est la différence entre 2 000 et 3 000, et ça va créer une cotisation individuelle de 111 €, qui est la différence entre 222 et 333 €. Particularité, dans ce bloc, pardon, je vous demande de bien préciser que la date de début de période de rattachement et la date de fin, c'est au mois de janvier. Alors que là, on est dans la DSN de février. Donc, on dit, mais non, ce n'est pas pour ce mois-ci, c'est pour le mois précédent. Donc, il faut préciser les dates pour la base assujettie. Et en même temps, puisqu'on est dans la DSN de février, ce n'est pas parce que vous corrigez le mois d'avant qu'il ne faut pas payer le mois en cours. Donc, vous ajoutez un deuxième bloc aussi, base assujettie, mais avec ce coup-là, les dates qui vont du 1er au 28 février 2021 et avec le bon montant, puisque vous avez fait la correction de janvier, ce n'est pas pour refaire l'erreur en février. Donc, effectivement, c'est le bon montant directement. Autre méthode, c'est l'annulaire en place. Donc là, ça veut dire que si vous aviez choisi cette méthode, ça veut dire que dans la DSN de février, vous allez publier une base assujettie négative de moins 2 000 €, ça efface l'erreur. Et vous allez l'affecter au mois de janvier. Et puis, vous allez avoir une cotisation négative de 222 € puisque ça annule l'erreur. Et vous allez recréer une base assujettie positive de 3 000 avec le montant correct de janvier qui, lui, va induire une cotisation individuelle de 333 € qui est le montant correct. Mais vous avez corrigé janvier par annulaire en place. Pour des raisons de place et de visibilité de la slide, on a pas remis le bloc de février, mais bien évidemment, la base assujettie et la cotisation pour le février doivent être portées dans le même flux. Hein. Vous avez la correction de janvier et les bons éléments de février. Dernier cas, qui est là un petit peu plus bizarre, la base assujettie est bonne pour janvier à 3 000 €. Par contre, le montant de la cotisation individuelle est lui en erreur. Il n'est que de 254,50 centimes d'euros. Dans ces cas-là, vous faites la méthode différentielle, sauf que la méthode différentielle, il n'y a pas d'erreur dans la base. Donc la base assujettie, elle doit être mise à 0.
C'est indispensable parce que la base est à 0, mais du coup, vous datez, vous bornez la correction. Vous dites, bah non, c'est du 1er au 31 janvier. C'est à 0. Par contre, la cotisation, comme on est en méthode différentielle, la cotisation, vous faites une cotisation positive de 178,50 € puisque c'est la différence entre les 154,50 € d'erreur du mois de janvier par rapport aux 333 € attendus. Donc là, on est en plus 178. Et bien évidemment, comme toujours, dans le bloc, dans la déclaration de février, vous rajoutez le bloc qui concerne février avec les bons éléments. Là, on a vu comment on change les éléments financiers. Maintenant, c'est comment on change les éléments qui sont pour un individu ou pour un contrat. Là, on a effectivement à nouveau deux méthodes, le changement ou la correction. Mais ça ne s'applique pas à ce qu'on a envie ou à comment on va faire. Le changement ou la correction, c'est relatif au moment où vous vous rendez compte de cette modification. Si c'est pendant le mois principal déclaré, c'est-à-dire pendant le mois pendant lequel vous êtes en train de faire la DSN, vous faites un bloc changement qui permet de véhiculer la donnée avant le changement ainsi que la date du changement. Par contre, si on est a posteriori, là, c'est une correction. Et là, vous allez devoir dire qu'effectivement, il y a une erreur, qu'on la corrige dans le mois suivant en l'affectant cette correction au bon mois déclaré. Et puis, en fonction du type d'erreur, on a des modalités de correction qui sont différentes. On va les voir tout de suite. Didier, oui. je me permets effectivement de rajouter une couche sur cette partie identification salariée parce que c'est vraiment effectivement un point crucial de notre entrée dans la DSN. Cette identification salariée et correction, tout ce qui est lié aux salariés, parce que sans cette bonne identification, ça entraîne énormément d'anomalies auprès des autres organismes de sécurité sociale. Donc, c'est vraiment un point important à vérifier, notamment sur chaque dépôt. Je pense que tu en parleras après, mais sur les contrôles d'identification des salariés qu'on a lors du dépôt de la DSN. Je te laisse la parole, Didier. Par contre, tu as coupé ton micro, là. Oui, d'accord. Eh ben moi, je parlais depuis tout à l'heure sans le micro. Alors, vous voyez, comme quoi, là, je ne sais pas si je dois faire un changement ou une correction, mais ça va pas aller très loin si je continue comme ça. Oui, je disais merci, David, parce que l'identification des individus est vraiment primordiale et on a besoin de pouvoir affecter tous ces éléments et d'ouvrir les droits et de respecter les droits que ça ouvre pour les salariés et pour les agents. Alors, pour corriger une donnée qui a déjà été déclarée, on va se poser la question de quelle est la nature de cette donnée. Alors, il y en a deux. Soit c'est des données dont la dernière valeur est utile, par exemple l'adresse du salarié, et là, à ce moment-là, c'est toujours le système de l'écrasement ou de l'empilement, c'est seulement la dernière valeur qui est prise en compte. Ou alors, la donnée est nécessairement en cohérence avec une période et les dates de modification ont un impact sur les droits. Et dans ces cas-là, on dit que la donnée est descriptive et influe sur les droits. La correction, elle est portée dans le changement individu ou dans le changement contrat, donc 31 ou 41. Et on doit dire quelle est la valeur qui aurait dû être transmise et surtout la date à partir de laquelle ou la modification, la date de modification, la date à partir de laquelle elle est valable. Parce que quelquefois, on a une modification qu'on enregistre, on dit, il y a machin à tel, monsieur truc à telle qualité, mais ça sera mis à son compte, crédité à son compte, à partir de dans 2 mois. Donc, effectivement, ces deux éléments-là sont importants. On a besoin de savoir à partir de quel moment est-ce que le contrat est impacté, est-ce que la rémunération ou la carrière est impactée. Ça, c'est le premier point, c'est la nature des données. Mais il y en a un second qui est le périmètre des données. Et le périmètre, ça doit faire effectivement l'objet de bloc changement aussi. Et on sait que, enfin on sait, les données ont deux valeurs importantes. La première, c'est une donnée, si la donnée est identifiante, et dans ces cas-là, on a besoin d'avoir l'ancienne donnée et la nouvelle donnée pour faire le chaînage, exemple NIA et NTT, ou alors des données qui sont non identifiantes, mais c'est la date de survenance qui porte un impact. Et à ce moment-là, effectivement, on doit avoir un bloc changement
avec une date de modification qui correspond à la date d'effet des nouvelles valeurs. Donc, c'est vraiment chaque événement, donc chaque donnée, vous l'analysez au regard de ces deux prismes. Quelle est sa nature? Quel est son périmètre? Et en fonction de ça, ça vous donne une méthode pour nous déclarer, pour signifier ce changement. Là, par exemple, on va voir un changement de données identifiantes. Donc, on est dans un bloc de changement individu qui, lui, n'a que des données identifiantes, alors que le contrat, il a des données identifiantes, bien évidemment, mais il a aussi des données non identifiantes, qu'on appelle autrement, à d'autres endroits, selon les logiciels, selon les organismes, des données de modalité du contrat. Les rubriques sont dans le bloc changement de contrat 41, ça porte sur les données identifiantes. Le SIRET de l'ancien établissement d'affectation, c'est nécessaire à connaître en cas de mutation ou de changement. L'ancien numéro de contrat, là aussi c'est important. L'ancienne date de début du contrat. L'ancien identifiant, mais là c'est spécifique, du contrat d'engagement maritime pour les gens de mer qui sont affiliés à l'ENIM. Donc là, c'est vraiment particulier. Deuxième chose, à chaque fois qu'on a une donnée identifiante qui change, il faut déclarer le changement. L'absence de déclaration fait que finalement, on risque d'avoir un impact très fort sur les droits. Il peut manquer un mois, il peut manquer… Alors bon, regardez simplement le calcul des retraites qui se fait sur le nombre de trimestres ou autre. À chaque fois qu'on a effectivement une donnée qui est de mauvaise qualité, l'erreur n'est pas forcément humaine, hein. Il peut y avoir une erreur due au logiciel, une erreur due à une micro-coupure électrique ou autre, mais l'erreur est possible. Si ça impacte les droits, c'est vraiment important qu'on puisse avoir ce chaînage et qu'on puisse respecter les droits, parce que de toute façon, l'erreur ne porte pas forcément sur le montant des cotisations. Les cotisations peuvent être payées, mais du coup, les droits ne sont pas affectés parce qu'on ne sait pas pour qui, on ne sait pas dans quelles conditions. Enfin, on ne sait pas le faire de façon fine et propre. Pour ce qui est des consignes déclaratives, vous avez un des liens hypertextes mis dans cette présentation, les plus importants, qui est celui qui vous emmène sur la note consigne déclarative bloc. Je vous invite, si vous en avez le temps maintenant, là, non pas l'imprimer pour l'emmener en vacances cet été, mais à y jeter un œil de façon à avoir une vision un peu plus exhaustive que ce que je viens de vous présenter là, sur les consignes déclaratives des différents blocs. Ensuite, on est sur le dernier cas. On a un individu qui est déclaré avec un NIR, un numéro d'attente de janvier à mars, MDP. MDP, c'est le mois principal déclaré. Si vous doutez mois principal déclaré, vous pouvez avoir en tête que MP, c'est le mois de la photo. Le mois de la photo, et on va déclarer son NIR le 15 avril par un bloc changement dans la DSN du mois de la photo d'avril, du mois principal déclaré de l'avril. Donc, comment on fait? On a une rubrique numéro d'inscription au répertoire, donc le NIR, dans lequel on va mettre le NIR attribué. On va créer un bloc changement individu 31 avec la rubrique date de modification, 15 avril, puisqu'on a reçu son NIR le 15 avril. Et en ancien NIR, on met le numéro d'identification d'attente, autrement appelé le numéro technique temporaire, de façon à ce qu'on puisse effectivement faire le lien entre le numéro technique temporaire qui, lui, a permis d'affecter les cotisations mais n'a pas permis d'ouvrir les droits, et cet élément-là. Un changement ou une correction sur une modalité du contrat. Donc là, ça fait partie des données qui sont dans le changement contrat, qui ont un impact, par exemple, la modalité exercice du temps de travail. Donc là, on doit donner la valeur antérieure si c'est un changement, et renseigner la valeur qui aurait dû être déclarée si c'est une correction. Et pour porter la période, et il faut borner la période sur laquelle porte la correction ou le changement, et là on doit renseigner la rubrique profondeur de recalcul de la paye, ce qui nous dit effectivement de quand à quand porte la correction ou le changement. Cas numéro 2, la donnée ne fait pas partie des données ayant un équivalent dans le bloc changement de contrat, par exemple le libellé de l'emploi, et là on donne simplement la nouvelle valeur au niveau du bloc contrat, au 40, donc contrat de travail, convention, mandat. Bien évidemment, si plusieurs changements interviennent pendant le mois pour une même modalité, on déclare seulement la valeur la plus récente. Celles qui sont plus anciennes ne changent rien, puisque je vous rappelle que c'est une valeur qui n'a pas d'équivalent dans le bloc changement de contrat,
par exemple, le libellé de l'emploi, effectivement, n'a pas cette valeur-là. Et savoir qu'on passe de quelqu'un qui est technicien d'espace vert à jardinier, si ça ne change rien dans la rémunération, c'est simplement le libellé de l'emploi qui change, ben, il peut s'appeler demain artiste extérieur ou autre, c'est pas, ça change, non pas artiste, parce qu'on va dire que ça a des spécificités, mais que ces éléments-là vous donnent cette possibilité de le faire. Et puis, pour déclarer un bloc changement de contrat 41, on reconstitue la situation administrative, soit à une date précise, soit période par période. Et puis, ça permet d'appliquer des règles qui sont dues à la protection sociale, puis surtout de réaliser les actes de gestion de ce changement ou de cette modification. La profondeur de recalcul de la paye, ça permet de déterminer la date à laquelle on procède à un réexamen de la paye, de renseigner la valeur la plus ancienne du bloc, généralement au moment du changement de contrat, le bloc changement de contrat, quelle est la valeur la plus ancienne, et puis le chaînage, ça permet d'indiquer jusqu'à quelle date on doit considérer chaque élément qui change. Donc effectivement, quand on ne met pas de date de fin, c'est qu'il n'y a pas de changement sur ce bloc-là. Bien évidemment, ça ne concerne pas les données identifiantes qui sont présentes dans le bloc changement. Là, on n'est que sur des données non identifiantes. Et là, vous avez à nouveau une fiche consigne qui vous donne effectivement la fiche consigne des gestions des changements. C'est, on aurait dû dire note consigne parce que là, il y a plusieurs pages aussi. Alors, changement ou correction. Un exemple 1, on a une modalité, une seule qui avait un problème. Par exemple, on a un salarié qui est déclaré non cadre en janvier, et puis on déclare son passage au statut extension cadre au 17 février. Vous avez les deux DSN de janvier. Dans son statut catégoriel 003, on a la code 04 pour non cadre. Puis dans celle de février, son code, il devient 02 extension cadre. La date de la modification, on a dit que c'était le 17 février, donc on rentre 17 février. L'ancien code du statut, il était non cadre, 04. Et la profondeur de recalcul, on démarre au 1er février 2020, puisque l'événement est survenu pendant le mois de février. Et nous, on sait dire, au niveau de la DSN, eh bien, du 1er janvier au 17 février, il est non cadre, et du 17 février jusqu'au moins au 1er mars, il est extension cadre. Donc, on a un bloc changement de contrat 41 qui indique que le salarié est passé de non cadre à extension cadre, et puis un bloc contrat qui dit que le salarié est extension cadre au dernier jour du mois de la paye. Cas numéro 2, on a un... Non, ça c'est trop à la fois. Alors, si, c'est le cas numéro 2. Voilà, le troisième, il est encore pire. Cas numéro 2, on a un non-cadre avec une quotité de travail qui devient cadre le 17 février avec une quotité de travail différente. Ça, c'est quand on veut changer de modalité. La DSN de janvier, on a un statut code catégoriel 04 non cadre et puis une quotité de temps de travail de 100. Dans la DSN de février, on dit, ah non, le code de statut catégoriel, il devient extension cadre et en plus, la quotité de travail passe à 120. On donne une date de modification, le 17 février. On a un ancien code statut catégoriel, non cadre. Avant, il était non cadre, le 17 février, il devient cadre. La profondeur de recalcul de la paye du 1er février 2020. La date de modification, le 17 février. L'ancienne quotité de temps de travail, 100. Et la profondeur de recalcul de la paye, c'est à nouveau au 1er février, puisque le changement relatif aussi bien à la quotité de travail qu'au statut, ça a lieu pendant le mois de février. Et nous, on interprète les données dans la DSN. 1er janvier, 17 février, non cadre, quotité 100. 17 février et après le 1er mars, cadre, quotité 120. Et on doit avoir, effectivement dans la DSN 2 blocs changement de contrat qui indiquent respectivement le salarié non cadre, la quotité de travail de 100 heures, et puis à partir du 7 février, les 2 modifications. L'exemple 3, une correction là, de modalité. On dit qu'un salarié en janvier était non cadre alors qu'il était déjà cadre à cette période. Donc en janvier, on a une DSN avec un code de statut 04 non cadre, et puis la DSN de février, un code de statut extension cadre. La date de modification, et là, c'est pas 1er février, mais 1er janvier, puisqu'on s'était trompé. L'ancien code statut, c'était non cadre. Et la profondeur de recalcul, c'est toujours 1er janvier, puisque c'est le mois dans lequel, effectivement, on relève cette difficulté.
on a effectivement, dans l'interprétation des données, ce qu'on vient d'envoyer, l'information que la personne est extension cadre depuis le 1er janvier, et avec ce qui est véhiculé dans la DSN de février, qui est précisé dans le bloc jaune. Alors, on n'a pas de nouveauté de questions, donc ce n'est pas très utile de... Ce qui est dommage, parce que j'aurais pu en profiter pour boire un verre d'eau, mais c'est ce que je vais faire quand même. Donc j'espère que mes collègues ne sont pas trop tristes dans le back-office de ne pas avoir de réponse à apporter, mais ça veut dire qu'on a affaire à une majorité. Alors, je n'ai pas regardé dans le sondage si vous étiez effectivement... Hop, c'est ici. Où c'est quelle est l'autre question? Ah bah, l'autre question, je n'ai pas encore publié. Et ensuite, je vous les remets tous comme ça. Tous les sondages sont publiés en même temps. Et vous allez pouvoir tous répondre à un grand oui à ce webinaire répond-il à vos attentes. Comme ça, ça va être parfait, mais je vous le publie dès maintenant, même si ce n'est pas maintenant qu'il faut le remplir, ne soyez pas inquiets. Didier, oui. Sur la partie, là, je vois qu'il y a les premières questions sur notamment les tests DSN. Donc, effectivement, vous pouvez faire des tests DSN. Il y a deux modules qui peuvent le faire. Il y a toujours, je crois, un module qui s'appelle DSN Val, qui doit être téléchargeable, si je ne me trompe pas, Didier. Absolument. Voilà, c'est un petit logiciel, un micro-logiciel, il n'y a pas de souci, vous pouvez le télécharger, que vous installez sur votre PC. Et vous faites une extraction de votre fichier DSN que vous déposez dans l'outil et ça vous donne déjà la qualité de votre fichier DSN et s'il y a des anomalies, ça vous donne donc le débrief des anomalies à corriger. Sinon, il y a une autre solution, mais il faut déjà rentrer en DSN total, c'est faire des dépôts DSN en mode test. Il y a dans l'outil Pay, vous pouvez passer sur un mode dit test, mais là, ça suppose que vous soyez déjà rentré dans la DSN. Absolument, merci. Et il y a une autre question sur les cotisations exonérées des aides. Voilà, ça va plus être éventuellement un de nos experts de la CDC qui pourrait y répondre. Mais... J'allais dire, logiquement, toutes ces cotisations, ces problèmes de déclaration de cotisation, normalement, doivent être intégrés dans votre outil Pay. Au bout du compte, l'adhérent, enfin, en tout cas, le gestionnaire Pay ne devrait pas aller modifier le fichier DSN. Donc, c'est un fichier format informatique, format TXT. Donc, logiquement, vous n'avez pas à modifier ce fichier-là. Mais effectivement, c'est un paramétrage de votre outil Pay. Peut-être qu'effectivement, on peut avoir des précisions de la part d'autres spécialistes. Alors, on va poursuivre par la première option, c'est que bien évidemment, pour pouvoir faire une DSN, vous avez besoin d'être inscrit à Net Entreprise. Alors, si vous l'êtes, on vous rappelle que seul un administrateur peut ajouter des droits déclaratifs. Donc là, vous cliquez, bon, vous avez le pas à pas qui est mis en place et en plus du pas à pas, sur lequel je ne vais pas revenir, surtout si vous n'êtes pas inscrit à Net Entreprise, vous pouvez le suivre facilement sur le support puisque vous pouvez télécharger le support. Petit point d'attention, c'est effectivement, vous allez à la suite de votre inscription recevoir un mail, il est impératif que vous cliquiez dessus puisqu'on doit s'assurer que vous recevez bien les informations, que c'est bien vous, et votre accès à la DSN sera possible sous 24 heures, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait le transfert du fichier qui soit fait à l'ensemble des organismes pour que tout le monde soit averti que des données vont bientôt arriver de votre part. Vous avez, pour suivre ça, un petit MOOC qui est derrière ce lien, donc quand vous irez cliquer sur le lien « Ajouter la DSN », tout simplement, vous aurez l'accès à un petit MOOC. Et puis là, maintenant, on aborde le fameux cercle vertueux de la DSN qui permet de déterminer les étapes qui vont vous autoriser un accès à la DSN. Alors, le premier, c'est de déterminer les SIRET. La maille déclarative de la DSN, c'est le SIRET. Et on vous invite à effectivement déterminer quel est le meilleur SIRET pour faire les déclarations. Vous avez un impératif, c'est de voir avec votre URSSAF
que le SIRET sur lequel vous imaginez faire les déclarations, si vous en avez plusieurs, celui sur lequel vous imaginez faire les déclarations a déjà un compte cotisant auprès de l'URSSAF. Si ce n'est pas le cas, il faut évaluer avec eux la possibilité soit d'utiliser un autre SIRET, soit de déclarer ce nouveau SIRET comme étant un compte cotisant et préciser à quoi il s'adresse. Vous avez pour ça aussi un outil de contrôle SIRET qui permet de déclarer, de vérifier les SIRET et de déclarer les lieux de travail. On vous invite de vérifier le NIR de vos individus et d'utiliser le bilan d'identification des salariés qui vous permet de savoir si les NIR sont certifiés ou non. Et puis, vous avez un petit outil qui permet de tester les NIR. C'est peut-être la bonne période pour informer les salariés, puisque le RGPD vous oblige à signifier aux salariés, aux agents, que les éléments de la paye seront transmis de manière dématérialisée par la déclaration sociale nominative auprès des organismes. Donc, vous avez tout intérêt à utiliser cette période-là pour faire cette information aux salariés. Une fois que vous avez les SIRET et le NIR et que les éléments de paramétrage sont faits, vous avez un premier fichier, un premier flux DSN qui est émis, pardon. Ah ben, voilà que je ne trouvais plus le mot, qui est émis, et vous allez pouvoir le tester avec des SNVAL ou avec des SNFPOC de façon, FPOC c'est fichier de paramétrage organisme complémentaire, ça vous permet effectivement d'affecter des contrats individuels et particuliers aux agents. Il faut émettre une première DSN et en retour on vous donne les éléments relatifs à ces individus, c'est pour quelques cas bien particuliers. Et puis, dès que vous avez transmis votre DSN, au départ, vous allez la transmettre en test. À partir du 5 février 2022, vous serez obligatoirement en réel. Et à ce moment-là, on vous invite à aller consulter les comptes rendus métiers, que ce soit les comptes rendus métiers nominatifs ou les comptes rendus métiers financiers. Vous avez à nouveau un petit MOOC qui va vous permettre de consulter le tableau de bord qui prend cette tête-là, avec en haut l'identification du déclarant, en dessous ces fameux retours avec les comptes rendus métiers, ce qui vous indique effectivement, si vous avez, vous le voyez ici, une petite loupe à côté, ça vous invite à ouvrir ce document et à regarder ce qui s'y passe. Vous avez ensuite la synthèse des déclarations déposées, acceptées ou rejetées, et vous voyez effectivement que le code couleur vous donne l'information que ça a été accepté et que ça tourne bien. Ensuite, alors que ça a été accepté, c'est-à-dire qu'elle a bien été transmise. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de compte rendu métier et qu'il n'y a pas de questionnement ou d'anomalie détectée. Ensuite, vous avez la zone de dépôt parce que vous avez deux options. Soit votre logiciel permet d'envoyer directement le flux dès que la paye est figée, vous envoyez le flux, ou alors de fabriquer un fichier que vous allez aller chercher avec cet outil pour le déposer sur la plateforme DSN. Et puis en dessous, les liens qui vous permettent d'accéder aux bases, au portail des organismes partenaires de la DSN et de Net Entreprise au moyen de ce qu'on appelle le cercle de confiance. C'est-à-dire que quand vous êtes identifié sur Net Entreprise, vous êtes considéré comme identifié sur les sites des partenaires. Et quand vous êtes identifié sur les sites des partenaires, vous avez des boutons qui vous ramènent sur Net Entreprise. Vous pouvez cliquer dessus, vous serez considéré comme identifié, vous pourrez accéder à Net Entreprise. Alors, est-ce que David ou Audrey voulaient répondre à Madame Bosmayer en direct? Sur sa question pour le passage à la DSN, il faut d'abord voir avec notre éditeur de logiciel. Alors, je vais me permettre de prendre la parole. Effectivement, pour passer en DSN, il est incontournable de prendre contact avec votre éditeur de logiciel, tout simplement pour mettre à jour votre logiciel qui n'a peut-être pas encore le module DSN. Et au moment du passage à la DSN, eh bien, votre éditeur peut en plus vous montrer les modalités. Merci Audrey. Tu as déjà répondu à Madame Maclac sur la déclaration des événements. Alors, dernière partie de cette présentation. Là, vous allez voir apparaître ce qui, je vous avais dit au début, 850 données ramenées à 450. Dedans, il y a une quarantaine de données spécifiques à la fonction publique qui ont été créées. Ça va être très facile de les reconnaître et de les identifier. Elles sont toutes notifiées avec le entre-crochet FP. Ça veut dire que c'est une donnée spécifique à la fonction publique. Première des données la plus importante, c'est la quotité de travail. La DSN est mensuelle, donc on s'attend à ce que la quotité de travail déclarée soit mensuelle. Mais pour
des fonctionnaires et puis des contractuels de droit public, la quotité de travail, en réalité, est hebdomadaire. Donc, on va devoir effectivement créer cette notion de quotité de travail qui peut être différente du mois. Sachant que de toute façon, déjà, pour les contractuels de droit privé, vous devez faire effectivement cette déclaration en valeur mensuelle. Donc, on a besoin d'avoir ces éléments-là. Sachant que les droits qui sont acquis, eh bien, vont être effectivement valorisés au travers de cet élément de la quotité de travail. Petit exemple, les rubriques qui sont relatives à la quotité de travail, c'est l'unité de mesure de la quotité de travail, qui est en 0,11, la quotité de travail de référence de l'entreprise pour la catégorie de salariés, parce qu'effectivement, on peut avoir quelqu'un qui n'est pas sur la complétude du poste, la quotité de travail du contrat, là c'est ce qui est spécifique à l'individu justement, et puis la modalité d'exercice du temps de travail, là ça va dépendre, donc on a repris en dessous les cas précis qui étaient à prendre en compte, par exemple la nature du poste, qui est coté 0,53, pour lequel on a deux possibilités de répondre. Le premier qui est le code 01, qui est un temps complet, sachant qu'on répond temps complet aussi bien pour un temps complet, pour un temps plein, pardon, sur un temps complet, que pour un temps partiel sur un temps complet. Et puis 0,2 pour un temps non complet, avec, dans ces cas-là, soit le temps incomplet, bien évidemment, mais aussi un temps plein sur un temps non complet ou un temps partiel sur un temps non complet. La notion de quotité de travail de référence de l'entreprise dans l'hypothèse d'un poste à temps complet, eh bien, c'est bien évidemment à remplir uniquement quand on a un temps non complet. Il faut préciser le temps complet, enfin le temps non complet s'applique sur telle donnée qui est le temps complet. Et donc dans ces cas-là, il y a aussi une autre notion qui peut être importante, qui est le taux de travail à temps partiel, qui lui, bien évidemment, est à remplir, vous l'aurez conclu vous-même, uniquement pour un temps partiel. Ensuite, on a la notion des arrêts de travail transmis et récupérés auprès de l'IRCANTEC. Et là, vous voyez apparaître en haut à droite un petit bloc rectangulaire orange avec FC. FC, c'est pas Football Club, c'est fiche consigne. Fiche consigne 2003, fiche consigne 2004. Toutes les informations qui concernent la période d'arrêt de travail doivent être déclarées dans le bloc arrêt de travail de la DSN mensuelle. Parce que, au niveau de l'IRCANTEC, on a une attribution de points gratuits. Mais pour avoir cette attribution, l'IRCANTEC a besoin de connaître la perte de salaire qui est subie et puis sur quelle période. La période, c'est au minimum 30 jours consécutifs et puis c'est une période qui a donné lieu à perception d'indemnité journalière, mais ça, vous le saviez aussi puisque c'est déjà le cas dans la paye, quelle que soit la norme que vous appliquez ou le logiciel que vous appliquez. Par contre, dans la DSN, la précision, c'est que la perte d'assiette doit être déclarée dans un bloc base assujettie 78, avec une rubrique code de la base assujettie qui, elle, prend la valeur 29. La valeur 29, c'est la base IRCANTEC non cotisée dans le cadre d'un arrêt de travail. Vu côté CNRACL, on a une autre fiche consigne qui est la fiche consigne 2114. Et là, on vous dit qu'un bloc rémunération 51 est à renseigner dès qu'un changement de situation est observé. On doit le faire en disant que le type en 0,11 doit être en valeur 21, taux de la rémunération de la situation administrative, que la rubrique montant 0,13 doit être à 0 et que le taux de rémunération de la situation administrative en 0,14 doit être rempli avec un taux associé, par exemple 0% pour un jour de carence. Les suspensions, cas particulier, donc à nouveau fiche consigne 212, toutes les périodes de suspension, quelle que soit la rémunération de l'agent de 0 à 100%, doivent être déclarées. La période va être déclarée dans un bloc autre suspension de l'exécution du contrat, qui est codifié 65, et avec un petit alerte pour la CNRACL, le taux de rémunération doit être transmis, confère la diapositive précédente, vous l'avez effectivement de préciser ici. Petite nouveauté de l'année 2021, le législateur a prévu la possibilité d'ouvrir les droits à l'assurance chômage ou à la formation pour certains types de formations pour les fonctionnaires qui seraient en fin de contrat. Donc, il a fallu créer une rubrique fin de contrat 62 avec des codes qui obligatoirement
doivent être renseignés, sauf même s'il n'y a pas de signalement, même s'il n'y a pas eu de signalement de fin de contrat au moment où l'événement est survenu. Donc la liste des motifs, vous les avez toutes, avec 2 motifs particuliers à la fonction publique, donc avec le entre-crochet FP, qui sont la révocation suite à abandon de poste ou la révocation suite à sanction pénale. Sinon, on utilise le code 999, qui est fin de relation avec l'employeur, autre que contrat de travail, convention ou mandat. Cas intéressant aussi les mutations. Donc là, une fiche consigne 2399. On sait bien que la mutation, ce n'est pas une fin de contrat de travail. Cependant, dans l'établissement d'origine du salarié, on va devoir renseigner un bloc fin de contrat, 062, avec en date de fin de contrat, la date d'effet de la mutation, avec un motif de rupture du contrat, une valeur qui va être 100, qui dit c'est une mutation au sein d'un même groupe sans rupture de contrat. Fin de contrat de travail, mais pas rupture de contrat de travail. Et le nouvel établissement, lui, il va dire, moi, je fais un bloc changement 41, avec une rubrique ancien SIRET d'affectation, c'est-à-dire d'où vient l'agent, renseigné avec le SIRET de l'établissement d'origine de l'individu. Et ainsi, on arrive à faire un chaînage pour la carrière, on fait un chaînage pour l'individu entre son ancien établissement d'affectation et le nouveau. Et pourtant, il n'y a plus de déclaration à faire au niveau de l'ancien. Autre cas particulier, les détachements, fiche consigne 2055. Dans le cadre d'un détachement, les 2 établissements, effectivement, doivent déclarer le fonctionnaire, mais un seul va payer les cotisations. Comment on définit celui qui paye les cotisations? Alors, si vous êtes dans la fonction publique territoriale ou hospitalière, les cotisations sont à déclarer par l'établissement d'origine s'il s'agit d'un emploi qui ne conduit pas à pension, hormis les cotisations du RAF, puisque le RAF a payé une fois par an. Et donc, bien évidemment, comme on les paye à N+1 et que au moment du détachement, l'agent était dans l'établissement d'origine, c'est effectivement l'établissement d'origine qui paye la cotisation. Et ou alors par l'établissement d'accueil pour un emploi qui conduit à pension. D'autres cas, dans la fonction publique d'État, les cotisations sont toujours déclarées par l'établissement d'accueil. Petit schéma, vous voyez que l'agent a quitté son établissement d'origine sans éteindre la lumière puisque les petites fenêtres sont encore allumées. Donc l'agent est nommé nature du contrat 007 avec la rubrique 50 nomination dans la fonction publique, donc ça assure que c'est un fonctionnaire, mais il est suspendu. Et là, on a un bloc suspension de l'exécution du contrat avec une rubrique en motif de suspension, soit 655 pour le code, pardon, quand c'est un détachement conduisant à pension, soit 674 s'il ne conduit pas à pension, et puis la rubrique position de détachement qui doit être renseignée, c'est-à-dire où est-ce qu'il part. À l'arrivée, et vous voyez que l'agent n'est pas encore là puisqu'il n'a pas allumé le bureau, les fenêtres sont encore éteintes, l'agent est en détachement, la rubrique nature du contrat renseignée avec la valeur, là c'est valeur 20 ou la valeur 21 s'il s'agit d'un détachement conduisant en pension ou ne conduisant pas à pension. Mais par contre, attention, pas de suspension puisqu'il arrive, on ne va pas le suspendre dès qu'il arrive, mais avec un type de détachement renseigné. La table des rubriques de type de détachement est spécifique à certaines fonctions publiques, certaines modalités de détachement. Donc là, c'est vraiment, vous êtes les plus fins connaisseurs de la situation, de comment on doit le faire et de comment on doit le remplir. Le cas particulier des vacataires, donc vous vous rappelez quand même que les vacations ne peuvent être effectuées que par un agent de la fonction publique pour une activité ponctuelle. Donc, dans le système de la DSN, on doit le déclarer comme un contractuel. La rubrique de contrat, elle est renseignée avec la valeur 10, contrat à durée déterminée, de droit public, c'est un agent de la fonction publique. Mais pour cet élément de rémunération, on doit dire que le statut d'emploi, c'est 02 contractuel de la fonction publique, puisque c'est une activité spécifique ponctuelle, donc c'est du contrat, et on doit la renseigner avec la valeur à la tâche au niveau de l'unité de mesure de la quantité de travail, puisque c'est ce qui caractérise la vacation. C'est une rémunération à la tâche pour un agent de la fonction publique dans une activité spécifique qui n'est pas celle habituelle. La vacation est à ne pas confondre avec l'activité secondaire, vous le savez bien, donc on va préciser comment déclarer l'activité secondaire, une fiche consigne 2343. Seuls les fonctionnaires peuvent accomplir, en plus de leur service, une activité secondaire. Alors, 2 options. La première, l'objet de cette slide,
l'activité secondaire est réalisée pour le même employeur. La rémunération, c'est un complément du traitement de base. Il n'y a pas de particularité de traitement. On peut directement le rajouter. Par contre, si l'activité secondaire est réalisée pour le compte d'un employeur secondaire, par exemple, on va travailler, on fait une activité secondaire pour un syndicat supracommunal ou pour une collectivité territoriale autre, il faut que l'année soit effectuée, payée et déclarée dans l'année N. Les cotisations au RAFP qui sont versées dans l'année N+1, eh ben, la déclaration ne s'effectue qu'une seule fois par an. Par contre, la nature du contrat, elle est en 0,7, on met le code 52, c'est un cumul d'activités à titre accessoire, ou alors on précise un code qui emporte la nature qui correspond à la nature de contrat qui est définie dans le contrat de travail. Le motif de rupture de contrat 002 999, c'est une fin de relation avec l'employeur. Il n'y a rien de très spécifique. Et les cotisations qui sont dues au RAFP, eh bien, sont à déclarer avec le code base assujetti 078 qu'on va codifier avec le type 49 RAFP assiette. Petit appel sur les apprentis, petit cas particulier des apprentis, petit cas. Quand vous allez lire la fiche consigne, vous allez apercevoir que les apprentis, ça entraîne pas mal de spécificités, relativement simples à déclarer, mais encore faut-il les déclarer proprement. Les apprentis du secteur public, depuis la loi de 92, on doit les déclarer effectivement dans le dispositif de politique publique et conventionnelle qui est avec un code 80 contrat d'apprentissage secteur public. Mais en réalité, c'est traité comme un CDD de droit privé. La nature du contrat doit être codifié en 02, contrat de travail à durée déterminée de droit privé. Dans le cadre de l'affiliation à l'IRCANTEC pour les apprentis, on a besoin effectivement de tracer le compte individuel de l'agent et donc de l'alimenter. Donc pour ce cas, on va mettre une base assujettie, base IRCANTEC cotisée avec la totalité de la rémunération sans appliquer de plafond. Là, c'est la base assujettie. Par contre, la cotisation donc, qui s'applique à notre ami apprenti, en 0,60 cotisation IRCANTEC tranche A, si c'est un revenu excédant les 79% du SMIC, eh ben, on va avoir un montant d'assiette avec cette part du montant excédent sur ce qui sera supérieur à 79. Sinon, on aura un montant d'assiette qui sera renseigné à 0 puisque les cotisations sont prises en charge. Autre élément particulier, la surcotisation. Donc là, ça n'est possible que pour un fonctionnaire qui est affilié et à la CNRACL sur autorisation et dans le cas où son emploi est à temps partiel ou à temps non complet. Les montants donc, doivent être fusionnés avec les cotisations normales. Hein. C'est une rubrique de cotisation 001 avec une valeur 300 spécifique à la fonction publique, cotisation normale pour la part salariale. Petit point d'attention, pour les fonctionnaires qui ont un handicap à plus de 80%, on déclare les deux codes, donc le 300 comme c'était prévu plus haut, cotisation normale part salariale, et puis 302 pour la surcotisation des 8 trimestres pour la part salariale. Pardon. Le cas particulier des élus. Deux fiches consignes. La première, la 2089. Les élus, on renseigne avec une nature de contrat valorisée avec la rubrique 81, qui est mandat d'élu. S'il y a plusieurs mandats dans plusieurs collectivités, ça peut être le cas, par exemple, pour un maire, vice-président d'une agglo, ou pour un adjoint au maire qui est membre ou président ou vice-président d'un syndicat supracommunal. Dans ces cas-là, dans la rubrique code emploi multiple 036, on va mettre emploi unique, hein, c'est élu. Par contre, dans le code employeur multiple, on va renseigner le code employeur multiple puisqu'il y a effectivement plusieurs employeurs. On a fait une fiche spéciale pour le fonctionnaire qui exerce un mandat électif parce que les modalités déclaratives sont très particulières et on est sur la fiche 2342. Un des derniers cas particuliers, les sapeurs-pompiers. Donc, on est sur une rubrique indice brut 57 qu'on va renseigner avec l'indice brut de carrière majoré de l'indemnité de feu. Et puis, une rubrique indice brut d'origine sapeurs-pompiers professionnels, qui est, elle, en 64, qui, elle, doit correspondre à l'indice brut avant l'intégration de l'indemnité de feu. Et puis,
On est uniquement dans les cas particuliers, comme une surcotisation volontaire du sapeur-pompier sur un temps partiel ou un sapeur-pompier mis à disposition. La 2 fiches consignes à nouveau pour les sapeurs-pompiers, la 2086 et la 2090. Et puis, je vais vous donner le sourire en vous disant que c'est la dernière slide de la présentation. Là, on parle des cas particuliers à la fonction publique territoriale, 2 fiches consignes, 2115-2116. Dans le premier cas, on a les agents intercommunaux, pluricommunaux, polyvalents. L'intercommunal, c'est un seul emploi dans plusieurs collectivités. À la limite, on va dire gardien, on va dire jardinier ou un employé des espaces verts, il peut travailler pour la ville et pour la communauté d'agglo. Un agent pluricommunal, il fait plusieurs emplois chez différents employeurs territoriaux. Et puis l'agent polyvalent, il fait plusieurs emplois chez un seul emploi territorial. Là, donc, on va faire des modifications à l'intérieur des 3 rubriques suivantes. Le code emploi multiple 036, on va le valoriser en 0,1. C'est un emploi unique pour un employé intercommunal. Donc, l'intercommunal, c'est un seul emploi dans plusieurs collectivités. Donc là, emploi unique. Et ou alors 0,2 pour les autres, pour le pluricommunal et le polyvalent, puisqu'il y a plusieurs emplois chez un ou plusieurs employeurs. La rubrique code employeur multiple en 037, c'est 0,1 employeur unique pour un agent intercommunal ou polyvalent, ou 2 employeurs multiples pour un agent pluricommunal. Et puis, la nature du poste qui, dans le cadre de l'agent pluricommunal ou polyvalent, va être enseigné avec le temps non complet, puisque c'est plusieurs activités, et que chaque activité est un temps non complet pour pouvoir mettre cet élément-là. Voilà, on est arrivé au bout de cette présentation. Donc vous pouvez, comme le demande Johanno, télécharger le support dans le petit nuage qui est en haut à droite, ou alors vous pourrez les chercher d'ici quelques jours sur le site Net Entreprise dans la rubrique comités régionaux qui est à droite, en bas à droite dans nous contacter, les comités régionaux, les webinaires, où vous aurez la possibilité, et d'une de télécharger les questions que vous avez posées ou les questions qui ont été posées dans d'autres webinaires avec les réponses, ou alors de télécharger le support que vous allez pouvoir utiliser en mode PDF, puisque les liens hyperliens sont connectés aux fiches consignes décrites. Petit conseil, quand vous allez sur les fiches consignes dans l'espace news, abonnez-vous aux nouvelles ou aux nouveautés, parce que les décrets portant simplification peuvent être publiés dans le courant de l'année et modifier la réponse qui vous a été donnée efficacement. On peut avoir à la changer. Voilà, donc si mes collègues veulent me rejoindre, entre guillemets, sur scène, de façon à clôturer ce webinaire auquel je vous remercie d'avoir eu la gentillesse de participer. On vous donnera rendez-vous à l'automne, mais je laisse mes collègues éventuellement. Donc il y en a un déjà qui est dans la connexion, vient de tomber alors qu'il essaie de se... Voilà, le revoilà. Donc si mesdames, monsieur, vous souhaitez avoir un dernier mot avant de clôturer ce webinaire, je vous y invite maintenant. Oui, bah, écoute, merci déjà Didier de cette présentation claire, précise et complète. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations à ingurgiter. Il faut laisser un peu le temps de digérer toutes ces informations. Il ne faut pas avoir peur, effectivement, des informations très techniques, S21, G0, voilà, ce genre d'informations, mais c'est quand même des éléments de langage qu'il faut connaître par la suite. Ça vous permettra de mieux comprendre et de mieux échanger, communiquer, notamment avec vos éditeurs Pay, parce qu'il faut vraiment que vous ayez un lien très, très fort avec vos éditeurs Pay. J'ai eu tout à l'heure une question sur est-ce qu'on peut commencer la DSN, qu'est-ce qu'il faut faire. Bah, effectivement, il faut déjà au moins s'assurer que votre outil Pay est bien compatible avec la DSN. Si ce n'est pas le cas, bon, il faut, je pense, prendre une décision. Mais en tout cas, prenez contact au moins avec votre éditeur Pay pour vérifier la compatibilité, vérifier s'il n'y a pas des mises à jour de votre outil Pay, pour que vous puissiez commencer déjà les premiers tests DSN. On est au mois de mai, il n'est pas trop tôt. C'est bien de commencer dès maintenant, de s'assurer que le paramétrage, c'est surtout au départ du paramétrage, s'assurer que
les critères de paramétrage de vos contrats actuels, de tous les fonctionnaires sont bien gérés au sein de votre outil Paye pour éviter des anomalies que vous pourrez rencontrer, et voire même des anomalies bloquantes peut-être au départ. Donc voilà, il faut commencer dès maintenant, il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer. Ce qu'a dit aussi Didier, il y a une autre partie qui était importante, c'est aussi à chaque dépôt de DSN bien s'assurer de vos comptes rendus métiers quand vous allez sur votre tableau de bord DSN, là où vous déposez votre fichier DSN, ou alors parfois l'outil Paye l'envoie automatiquement, mais sur votre tableau de bord DSN qu'on a vu tout à l'heure à la fin, assurez-vous de visualiser votre compte rendu métier, c'est-à-dire s'assurer qu'il n'y a pas d'anomalie à gérer par rapport à des organismes de sécurité sociale, URSSAF, CEPAM, IRCANTEC, des GFIP aussi. Donc bien vérifier s'il n'y a pas une anomalie qui est peut-être bloquante pour cet organisme-là. Et généralement, voilà, le point d'entrée, on le disait tout à l'heure, c'est surtout aussi l'identification du salarié, c'est vraiment un point d'entrée important. Si on a une mauvaise identification, tous les organismes seront bloqués. Donc, il faut déjà bien regarder le bulletin d'identification des salariés. Voilà, c'est vraiment quelques règles d'expérience qu'on a avec les entreprises, avec Audrey, elle a aussi cette expérience-là au niveau des URSSAF. Mais voilà, moi, je vous donnerais qu'un conseil, c'est n'hésitez pas à commencer dès maintenant déjà à tester, télécharger DSN Val, quitte même à télécharger le cahier technique DSN. Bon, vous allez voir, c'est un petit peu épais, mais au moins, quand vous verrez une rubrique, là, je vois à l'écran S21, G0, 40, allez sur le cahier technique, recherchez la référence de ce document et vous verrez ce qui est attendu derrière cette information pour ce bloc. On appelle ça des blocs. Voilà. Mais c'est surtout que déjà, vous connaissiez tous ces éléments de langage qui permettront de mieux communiquer avec l'éditeur Paye et aussi auprès des organismes de sécurité sociale. Audrey, si tu veux. Oui, alors continuer. Je vais compléter par rapport au tableau de bord. Merci David. C'est vrai que le tableau de bord est incontournable. Il faut absolument le consulter en fonction de votre mode de transmission. Vous êtes soit en dépôt direct et dans ce cas, vous allez d'office le consulter, ou alors vous allez directement envoyer votre DSN de votre logiciel de paye, et dans ces cas-là, vous avez plus tendance à aller interroger l'intranet de votre logiciel que le tableau de bord. Les informations à l'intérieur ne sont pas les mêmes. Effectivement, vous allez recevoir une information vous stipulant que la DSN a bien été transmise. Par contre, vous n'aurez pas forcément accès au compte rendu métier vous indiquant s'il y a des anomalies ou des rejets qui peuvent être corrigés avant échéance, vous permettant d'éviter cette notion d'annuler en place. Donc, n'hésitez pas à consulter vraiment votre tableau de bord. Et je me permets également de compléter par rapport au cahier technique. Il est, comme son nom l'indique, très technique. Il faut le remettre à jour de façon régulière. Et vous avez un moteur de recherche à l'intérieur où il vous suffit de mettre le code pour pouvoir accéder à la page. Et lorsque vous avez une anomalie ou un rejet, eh bien, ça vous dit tout de suite comment reparamétrer votre logiciel pour pouvoir apporter la modification. Et pour finir, eh bien, je remercie toute l'équipe en back-office et puis tout particulièrement Didier pour cette belle animation. Merci, Madame Thuot. Vous vouliez porter un mot de la fin. Vous avez remis un lien pour que… Oui, donc surtout n'hésitez pas donc à l'adresse pilote-dsn@caisse-des-dépôts.fr, c'est une adresse commune aux 3 fonds, CNR, RAF et IRCANTEC. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Donc on a beaucoup de questions dans cette boîte pilote et on y répond régulièrement. Donc soit on vous contacte, soit on vous répond par écrit, on vous envoie des liens, etc. Et également, donc vous avez sur les sites, que ce soit site CNR, RAF, IRCANTEC également, vous avez toutes les informations pour le paramétrage, pour les régularisations, pour la correction des anomalies, etc. Donc, n'hésitez pas surtout à aller sur ces liens et surtout à nous contacter. Nous sommes là pour ça, pour vous répondre. David, je te laisse la main pour clôturer ce webinaire en sachant qu'on peut donner rendez-vous fin septembre, début octobre pour le prochain, dont le thème sera « C'est pas parce que tu es en retard qu'il est trop tard ». En gros, ce seront les dernières limites. On va essayer d'obtenir dans chaque région
le témoignage soit d'un centre de gestion, soit d'une collectivité qui est déjà passée en DSN, de façon à ce qu'on vienne pour les derniers déclarants, ceux qui pourraient être éventuellement un petit peu inquiets, pour vous donner la possibilité de vous rendre compte avec un père ou avec un collègue que finalement c'était quelque chose qui était parfaitement chouette, même si pour tout le monde c'est forcément, comme tout changement, relativement inquiétant dès le départ. Mais soyez rassurés, vous avez, malgré les difficultés techniques qu'on rencontre aujourd'hui, vous avez des humains qui sont derrière les écrans et au bout des claviers et qui, dès qu'on aura la possibilité de se revoir, viendront au devant de vous, peut-être qu'en septembre, si on a beaucoup de chance, fin septembre, début octobre, peut-être qu'on fera cette présentation en présentiel, même si le format numérique permet de vous lever le nez du guidon, pour parler un peu crûment, lever le nez du guidon, ne serait-ce que 2 heures, pour vous consacrer un projet qui arrive à la vitesse grand V. Donc David, si tu veux clôturer, je vous remercie pour ma part pour votre gentille et bienveillante attention. Je vois que personne n'est parti en cours de présentation, donc ça ne devait pas être si terrible que ça. Oui, qui travaille aussi au niveau de l'équipe Net Entreprise. Donc voilà, on a une prochaine session qui arrivera une fois les vacances passées. Oui, il restera encore quelques mois avant le passage de l'ADSN en mode réel, donc bon, il ne sera pas encore trop tard, mais il faudra quand même penser à faire déjà des premiers tests. Mais en tout cas, voilà, merci à tous pour votre participation, à votre écoute et à vos questions. Et écoutez, moi, je vous souhaite au nom du comité régional de Net Entreprise un bon paramétrage DSN, une bonne digestion DSN de toutes les informations que Didier a pu vous transmettre. Et on se donne rendez-vous donc d'ici quelques mois, ou alors début janvier si tout va bien maintenant. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous. Bonne fin de journée. Merci à vous.